Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. On va voir un petit peu ici comment simuler des requêtes et comment faire face au blocage des sites internet. On verra également un petit peu les différentes erreurs qu'on peut rencontrer avec le Grimport. Alors, on va prendre l'exemple de ce site internet, l'abs.com. Voilà, donc je me suis simplement créé un compte et l'idée est la suivante. Là, je vais avoir des produits sur lesquels je vais avoir des informations, mais pour pouvoir rentrer sur le site internet et avoir toutes les informations sur les produits, eh bien, je dois avoir ici un compte vendeur. Voilà, donc je dois d'abord m'identifier pour changer l'aspect des fiches produits et avoir du coup plus d'informations. Et du coup, je dois passer cette page avec donc l'identification. Donc, la requête que je souhaite simuler, ça va être la requête qui va y avoir lorsque je vais faire connexion ici. Voilà, donc lorsque je vais cliquer sur ce bouton, je vais créer du coup un cookie d'identification et ce cookie du coup va me suivre tout au long de ma navigation. Mais si je veux pouvoir le recréer côté Grimport, donc dans le gestionnaire de cookies Grimport, il faut que je puisse simuler cette information. Alors, pour pouvoir simuler une requête, il va falloir déjà l'intercepter. Alors, pour intercepter une requête, vous avez plusieurs options. Tout d'abord, là, ici, quand je vais donc dans Réseau, dans les outils de développement de Firefox, je vais pouvoir parfois, parce que ça ne marche pas tout le temps en fait cette chose-là, parfois intercepter la requête. Donc là, si je fais connexion, vous voyez que là, il y a plusieurs requêtes qui se sont faites. Et là, bon, je vois un ensemble de requêtes. Mais vous voyez que là, la requête que je recherchais, apparemment, elle n'est pas passée parce que c'est probablement une requête post. Et là, en fait, donc bon, j'ai le détail ici de la requête. Là, vous voyez que je peux voir ces headers. Alors, les headers de la requête sont là. En fait, ça, ce sont les headers de la réponse. Là, je peux voir aussi la réponse qui me fait. Je peux également, en théorie, voilà, la modifier ici et essayer de la retester. Bon, le problème de cet outil-là, c'est qu'on va dire qu'il a tendance à effacer des requêtes. Donc pour ça, on va utiliser les outils du coup qui sont un peu plus professionnels. Donc vous en avez deux qui sont connus. Vous avez celui qu'on utilise le plus conventionnellement qui est Fiddler Proxy. Voilà. Donc en fait, c'est un proxy qui va du coup vous permettre de faire passer la requête par ce proxy-là et vous allez pouvoir du coup la recevoir ici. Voilà. Je vous conseille ici dans Option, dans HTTPS ici, de capturer le HTTPS parce que tout est en HTTPS à notre époque. Donc c'est quelque chose qui va être nécessaire. Installer aussi donc, soit Foxy Proxy, soit Fiddler Proxy, qui est une extension Firefox. Vous avez la même chose sur Chrome ou sur d'autres navigateurs. On va activer du coup ce proxy ici et on va voir du coup la requête en question du coup passer par ce proxy. Hop. Donc là je fais play et là vous voyez que là les requêtes commencent à s'accumuler. Voilà, donc une fois que là c'est terminé, je vais arrêter l'interception parce que sinon je vais avoir plein de choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce que je veux avoir. Et du coup, là j'ai capturé un ensemble de requêtes. Alors ça, bon, c'est pas utile, c'est Fiddler. Là, je vois que j'ai du Google Analytics. Oui, là, vous voyez que là, il y a une méthode. Moi, je vous conseille ici dans Miscellaneous d'ajouter du coup la requête, enfin la méthode de la requête et afin de justement pouvoir voir si c'est du post, du get ou des choses comme ça. Donc là, c'est Google Analytics, on s'en fiche. Par contre, là, le prochain post, il est intéressant. Celui-là, vous voyez que ça commence par login. Et du coup, quand je vais ici dans Inspector, eh bien, là, je vois l'URL qui a été utilisée. Je vois ici les headers, donc de la requête. Et la requête, donc c'est ce qui est envoyé au serveur après que j'ai donc du navigateur au serveur. Et le serveur ensuite va répondre quelque chose. Donc c'est la réponse qui est donc ici. Voilà. Il a répondu ça, le serveur. Et donc sa réponse, elle va être constituée. Alors en fait, techniquement, hein, ce qu'on envoie, c'est un raw. Voilà. Donc c'est un fichier texte en fait qui est envoyé, qui est formaté. Voilà. Et là, en fait, ces outils vont vous permettre tout simplement de l'interpréter. Et le serveur va répondre ça, ce fichier texte-là, qui là aussi est interprété. Voilà. Et donc alors là, ce qu'on voit, c'est qu'il s'agit d'un 302 qui est une redirection. Donc les redirections, c'est tout ce qui est 302, 301. Voilà.
Et quand la requête du coup est, on va dire, en statut OK, c'est-à-dire qu'elle va vous retourner un code source, là elle sera en 200. Donc là en fait ici, dans cette requête-là, on voit qu'ici, là, il y a une redirection vers cette page-là, qui est justement la prochaine à être appelée. Et cette page-là, elle va retourner un code source ici, qui donc alors va faire ici du coup un code JavaScript qui lui-même fait une redirection, mais cette redirection, ce n'est pas une redirection par code HTTP, c'est une redirection JavaScript. Voilà, c'est-à-dire qu'elle va s'afficher dans le navigateur et ensuite va y avoir une interprétation du JavaScript qui va du coup faire une redirection vers du coup cette page-là. Voilà. Et c'est la page en fait sur laquelle on est atterri ici. Tous les autres appels, eh bien en fait ce sont, alors là c'est pas trop le cas, donc bon là c'est des appels vers des plugins comme Google Analytics, mais souvent on va voir des pages, comment dire, tout ce qui est CSS, tout ce qui est .js, les JavaScript, tout ce qui est images, des choses comme ça. Voilà. Alors si on veut comprendre ce qui se passe dans cette requête, on va pouvoir utiliser ici plusieurs outils. Donc LaTeXView ici va vous montrer du coup la requête brute. Mais ici dans Webform, je vais avoir une vue un petit peu détaillée. Donc on distingue les paramètres d'une requête en deux parties. Ici vous avez les paramètres de type GET et ici vous avez les paramètres de type POST. Voilà. Donc en fait une requête elle est structurée en deux parties au niveau des arguments. Enfin, elle est structurée en fait en plusieurs parties. Donc, bon, vous avez ici la méthode, voilà. Donc, vous allez surtout tomber sur du POST ou du GET. Bon, il en existe d'autres, des méthodes, mais bon, elles sont moins utilisées. Ici, vous avez l'URL. Ça, c'est la version HTTP. On va la laisser de côté, on s'en fiche. Là, vous avez les headers, donc ce sont des paramètres qui vont caractériser cette requête. C'est parfois ce qu'on appelle des métadonnées, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des choses qui ne sont pas véritablement, enfin, qui vont caractériser la requête, mais qui ne vont pas forcément contenir des arguments qui vont nous être utiles. Parfois, ils vont quand même contenir des arguments interprétés. Bon, alors, parmi les arguments quand même qui sont interprétés, vous avez le cookie qui est ici, voilà, qui donc spécifie le contexte de navigation. Et là, vous avez la page d'où on vient. Voilà. Ça, c'est deux données qui sont classiquement quand même interprétées après par les pages PHP. Et ici, donc, là, vous avez le body, c'est-à-dire le corps de la requête, avec donc ici un ensemble de données. Et cet ensemble de données, vous pouvez du coup le visualiser plus clairement ici dans Webform. Donc, en fait, ce sont des champs qui associent du coup ici des valeurs. Parfois, le body, ça peut être autre chose. Hein. Là, en fait, on a une structure clé-valeur, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, si vous envoyez un fichier, par exemple, vous envoyez un PDF à un site pour analyse, et bien du coup, en fait, là, ça va être du binaire. Voilà. Et il y a encore une autre forme de poste, c'est quand c'est à la fois du binaire et des données. Voilà. On peut aussi mixer les deux, et donc ça donne d'autres résultats. Voilà. Alors, je vais vous montrer, avant de rentrer dans le détail, deux autres méthodes pour interpréter, pour intercepter une requête. Donc, la première, c'est utiliser HTTP Toolkit. Voilà, et donc ici, vous allez avoir plusieurs options. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le navigateur Chrome, qui est un navigateur ici séparé, qui du coup va vous permettre en fait d'intercepter des requêtes. Donc là, par exemple, si je mettais ici l'ABS dans ce navigateur, eh bien, je verrai les requêtes ici, voilà, apparaître. Et bon, là aussi, vous avez les options de filtrage. Bon, on aime moins utiliser cet outil, déjà parce qu'il est payant, et puis aussi parce qu'en fait, il est moins flexible. On peut moins facilement faire des copier-coller, on ne peut pas forcément accéder au RAW. Il y a de manière générale moins d'options pour le web mining. Par contre, ça peut être très intéressant d'intercepter les requêtes directement depuis Grimport grâce à cet outil. Alors, il est possible, bon, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, de faire de l'interception avec Fiddler, mais vous pouvez parfois, parce qu'on a on peut avoir des difficultés avec du HTTPS, ou bien parfois il y a des API qui ne permettent pas de passer par Fiddler. On peut ici attacher HTTP Toolkit à la JVM, donc vous l'attachez à Grimport, et là tout ce qui passera du coup par Grimport, ben, vous allez l'afficher ici. Voilà.
Et dernière petite astuce pour intercepter une requête. Ça, là, on parlerait plutôt de requête faite du coup en grimport. Là, si vous allez dans les options du lanceur, eh bien, vous pouvez générer ici le request reporting ou le response reporting. Et donc, en fait, ça va vous donner les rows de la requête et donc de la réponse. Voilà. Alors, on va en revenir ici, du coup, à notre requête. Voilà. Donc, cette requête-là, on va vouloir la simuler. Vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de champs. Donc, ce qu'on fait pour pouvoir simuler une requête, c'est que ici, on va en copier le row. Voilà. Et alors, on va dire, alors je vais créer ici un nouveau script que je vais baptiser du coup l'ABS. Voilà, on a l'intention de crawler ça. Et du coup, en fait, là, je vais ouvrir Notepad++. Et je vais coller du coup la requête ici. Donc, je veux reproduire ici cette URL. Donc, je vais faire ici un post. Voilà. L'URL, donc, c'est ceci. Et les données, c'est donc en fait ce que je vais avoir dans Notepad++. Hop. Et donc en fait, ça va être tout ça. Donc par exemple ici, là, hop, les 3 premières données, ça va être ceci. Donc les données, elles sont séparées par des et. Alors, je vous rassure, on va trouver une méthode après un peu plus rapide. Voilà, donc il n'y a rien là-dedans parce que je vois que le et ici, il sépare les données, donc il n'y a rien à indiquer. Voilà. Hop. Et là, etc. Et en fait, bon, je vais quand même peut-être mettre une donnée. Là, vous voyez que le view state, hop. Je ne sais même pas où il s'arrête, mais bon, ça ferait quelque chose comme ça. Hop. Voilà. Et bon, il faudrait continuer ce travail. Donc, vous voyez que là, ça va être un petit peu fastidieux avec cette requête. Heureusement, on a un outil qui va nous permettre d'aller un petit peu plus vite. Donc, en fait, ici, là, on va utiliser le générateur de code grimport pour générer à partir d'une requête du code. Donc, pour ça, ici, je viens prendre le row de la requête, pas de la réponse, hein, parce que c'est la requête qu'on essaie de simuler. Et ici, je dis ce que je veux faire. Donc là, je vais plutôt être dans un contexte de set cookie, effectivement. Là, j'étais en train de faire une requête post, mais en fait, c'est plus effectivement un set cookie qu'il va falloir faire. Alors, un set cookie et un post, en fait, ça peut être la même chose en fonction de l'option que vous allez mettre ici. Voilà. Dans le suivi du cookie, ici, vous allez donc ici configurer la manière dont on va retenir justement les cookies. Ici, comme c'est par défaut, vous prenez les cookies de post et de getPage, un post, ça va se comporter comme un set cookie. Par contre, si ici vous mettez aucun suivi, eh bien à ce moment-là, il faut mettre un set cookie pour instancier les cookies, parce qu'il n'y a que ça en fait qui va interagir avec les cookies. Voilà. Donc ici, bon, même si on n'en a pas vraiment besoin, je vais quand même mettre le set cookie. Et là donc en fait, je retrouve plusieurs éléments. Alors je vais faire un copier-coller de ça. Hop. Donc là, je retrouve la déclaration des headers. Donc là, on va déclarer du coup tous les headers qui avaient du coup ici. Voilà. Et en dessous, vous avez ici le set cookie, donc qui est en fait la requête post avec ici l'URL et ici du coup l'ensemble des données de connexion. Voilà. Donc là, ici, on a le header du cookie, donc qui généralement n'est pas utile, tout simplement parce qu'en fait, les cookies, c'est quelque chose qui est souvent unique, qui contient des jetons uniques et qu'il faut plutôt reproduire au travers d'une requête plutôt que de mettre comme ça de façon littérale, on va dire. Voilà.
Alors, ces informations sont assez exhaustives. Dans les headers, souvent, on va enlever quelques petites choses. Entre autres, si vous voyez des tokens, des choses comme ça, des nombres un petit peu aléatoires, souvent, ça, ce sont des choses qu'il va falloir essayer de justement repiocher sur le site internet. Donc là, on va voir un exemple de ça. Là, ici, vous voyez, vous avez différents paramètres comme ViewState ou State Generator. Voilà, apparemment, c'est tout. Ici, vous retrouvez le login et le mot de passe. Voilà, donc j'ai créé n'importe quoi, hein, c'est pas un compte qui est très très utile. Donc ça, du coup, on va les laisser parce que ça, ce sont des données qui sont fixes. Et ici, vous avez différentes informations qu'on peut comprendre. Donc là, par exemple, c'est certainement le fait que ça reste, comment dire, qu'on mémorise ou pas le login. En fait, ici, vous allez certainement retrouver hop, le nom du champ. Hop là, donc là, main for, donc là, c'était le voilà, main panel, cookie eyes, et je pense qu'on doit certainement trouver la valeur quelque part. Alors là, je vois qu'il n'y a pas la value, effectivement. Donc du coup, et c'est sûr qu'il prend la valeur on-off comme il nous le montre. Voilà. Parce que donc il n'y a pas de value, et donc la valeur par défaut, c'est on. Donc, cette requête, normalement, elle est censée être opérationnelle. Mais si je l'exécute, il y a de fortes chances qu'elle ne fonctionne pas. Alors, je vais le lancer donc, avec Fiddler. Voilà, pour faire un test. Hop. Et donc ici, vous voyez que là, j'ai la requête. Alors, en fait, plus précisément, donc là, il y a une erreur 411. Donc là, j'ai fait cette requête-là. Donc, vous retrouvez du coup là, les différentes informations qui ressemblent beaucoup à ici. Voilà. Vous voyez que du coup, ce qui m'a renvoyé ici, c'est différent. Donc ici, vous voyez que là, il me redirige vers l'accueil, tandis qu'ici, il me redirige vers la page de login. Et c'est pas n'importe quelle page de login vers laquelle il me redirige, parce que donc là, si je vais dans la web view, qui va me retraduire en fait sous les informations web les informations, eh bien, je vois qu'en fait là, il y a une erreur apparemment. Il me dit que la requête must be chunked. Il y a un problème de longueur. Voilà. Alors, quand vous avez comme ça une requête qui ne convient pas et ici une requête qui convient, la meilleure chose à faire, ça va être de faire de la comparaison de requêtes. Donc il y a deux méthodes pour ça. La plus pratique, c'est ici, où vous utilisez du coup le comparateur de requêtes et vous allez comparer les rows des deux requêtes. Donc là, je vais prendre la requête qui fonctionne bien. Voilà. Attendez, alors ça je vais fermer. La requête qui fonctionne bien, c'est la bonne requête ici. Et là, je prends le row de la requête qui n'a pas fonctionné. Donc c'est la requête que j'ai envoyée, ça c'est pas la requête de redirection. Hein. Là. Et je vais du coup comparer. Donc là, je vois qu'effectivement, il manque quelque chose. Il manque ici donc, les cookies. Alors du coup, vous me direz, mais comment est-ce qu'on fait pour créer du coup ce cookie alors que justement, on essaye de créer un cookie? Bah, en fait, la requête d'identification, elle a en elle-même besoin d'un cookie pour être valide. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'en haut, on va faire un premier set cookie. Voilà, qui sera du coup une requête get. Et on va simplement du coup ici indiquer l'URL aller de cette page. Voilà. Du coup, là, ici, on va créer le cookie. Et là, il y a une deuxième requête ici qui va venir. Et du coup, qui va... hop, là, c'est bon, je suis sous Fiddler. Et du coup, qui va, là, créer le cookie d'identification. En fait, les deux sont des cookies d'identification. C'est juste qu'il y en a un qui va arriver après, après l'identification login mot de passe. Du coup... Alors, donc ici, on voit que là, on a notre première requête, du coup, qui a créé ici des set cookies. Et ces cookies-là, je vais les retrouver normalement ici, là, dans cookies. Voilà. Par contre, il me donne une autre erreur. Donc là, l'erreur, elle a changé. Vous voyez que c'est un code 500, tandis que là, c'était un code 411. Parce qu'en fait, il trouvait anormal le fait qu'il n'y ait pas de cookies. Et donc, en fait, là, bon,
il va me donner en fait une erreur, mais sans vraiment me dire, comme on le voit souvent, hein, sans vraiment me dire ce qui se passe. Voilà. Donc souvent, les serveurs en face, ils vont pas forcément vous aider, hein, ils vont simplement vous dire, il y a une erreur, c'est tout. Et l'erreur 500, c'est un grand classique. Quand vous avez une erreur 500, en fait, ça veut dire il y a une erreur, mais on ne vous dit pas laquelle. D'ailleurs, quand vous développez du coup côté PrestaShop, il est fréquent d'avoir des erreurs pour X ou Y raison. Là aussi, PrestaShop, bon, qui est votre site à vous, ne va pas vous donner la raison. Il faudra bien du coup mettre la boutique en mode debug. Ça, vous les avez dans administration et, ou ses préférences et dans performance. Voilà, vous pouvez activer le mode debug et le mode debug là va vous afficher les erreurs. Et vous avez aussi le pendant du mode debug dans Magento et dans WooCommerce. Ça vous permettra comme ça de voir les erreurs PHP si jamais vous en avez. Et sans ça, en fait, vous allez juste avoir l'erreur 500 et ça ne va rien vous dire de bien fou. Alors, bon, la question là qui se pose, c'est pourquoi est-ce que j'ai une erreur 500? Donc, il faut essayer un petit peu d'être logique, quoi, de comprendre pourquoi est-ce que, alors que j'ai fait les mêmes requêtes, pourquoi est-ce que je peux avoir cette erreur. Donc déjà là, si je prends le row ici et que je le recompare, donc là c'est le row de la mauvaise, hop. Donc là je vois que déjà, bon certes il me manque des données, mais connaissant ces données, ça c'est plutôt des choses qui sont propres à Google Analytics, voilà. Donc bon, c'est forcément des choses qui sont un petit peu annexes. Là, je vois le login, mais bon, c'est normal qu'il y soit pas puisque là, j'ai pas de login. Là, quand c'est en marron, ça prouve que du coup, il y a eu des modifications, mais c'est normal que ces tokens y varient parce que ben voilà, c'est une autre instance. Et au niveau du reste, je vois que là, j'ai pas de différence. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que si je refais la requête qui fonctionnait et qui est donc ici, donc pour ça, je vais dans le composer, je la remets, est-ce qu'elle va en elle-même refonctionner? Alors oui, elle refonctionne, effectivement. Ce que je peux faire ici, c'est déjà voir si c'est un problème de cookie. Alors bon, moi, je sais où est le problème, hein. Mais je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on fait le diagnostic. Donc là, si je remplace ici les cookies, parce qu'il y avait dans l'autre requête, là, je vois qu'elle fonctionne. Donc, alors là, je pourrais en conclure qu'il manque quelque chose dans les cookies ou que, alors, mais en fait, là, c'est logique que ça manque parce que l'identification n'a pas encore été faite. Et puis bon, Google Analytics, ça ne va pas interagir hein, avec le site internet. Du coup, c'est certainement parce que ces deux paramètres-là sont différents que j'ai des différences. Et donc, si vraiment je voulais pouvoir faire ce diagnostic, bah, ce que je pourrais faire, c'est en fait le remplacer dans les cookies. Donc, en fait, là, je prends la requête qui ne fonctionnait pas. Voilà. Et dans les cookies, hop, je vais venir, par exemple, ici, prendre ça pour ASP. Hop là. Hop. Et ici, je vais venir prendre ceci. Voilà. Et là, vous voyez qu'elle fonctionne. J'ai une 200. Donc en fait, c'est parce que, entre guillemets, ces nombres n'étaient pas bons. Sauf qu'en fait, ces nombres, c'est quoi? C'est par exemple le Session ID. Le Session ID, ça va être quand vous allez du coup ouvrir une nouvelle session sur le site internet, ça veut dire qu'en fait, à la base, vous n'avez pas de cookies. Du coup, il va vous créer une nouvelle session. Il va vous créer en fait un nouvel utilisateur invité sur le site internet qui va vous suivre à la trace. En fait, si là, la requête, elle ne marche pas, je vais enlever. C'est tout simplement parce que cette information et cette information qui sont là ne sont pas coordonnées avec les informations qui sont plus bas ici. Alors, attendez, je vais plutôt les prendre là. Voilà, comme le view state et le view generator. C'est-à-dire que là, à un moment donné, j'ai créé une nouvelle session. Et bien, certainement qu'il va me créer du coup différents tokens de sécurité. Et ces tokens de sécurité, il va falloir en fait que je les reprenne et que je coordonne le comportement dynamique de l'identification en fait de ces différents tokens entre le body de cette requête, qui est ici, et le header qui est du coup dans les cookies. Voilà. Et donc en fait, ce cookie-là, je vais le créer ici. Donc là, je crée du coup un cookie d'identification avec une session.
Et donc cette page d'identification qui est login, elle va certainement me donner les informations viewState et viewStateGenerator. Donc cette cookie, c'est comme si vous faites un post ou un getPage, ça va vous retourner le HTML de la page en question. C'est-à-dire qu'en fait, là, ici, ouais, voilà, c'était là. Là, ici, du coup, c'était l'identification. Donc là, il va me montrer le formulaire d'identification qui est ici. Voilà. Et en même temps, il va du coup me créer les cookies. Cette cookie va me retourner du coup ce texte, c'est-à-dire le code source de cette page. Le code source de cette page, hop, il va contenir du coup certainement les informations ici que je dois compléter. Hop. Vous voyez, là, il va avoir différents champs qui vont porter du coup les names des clés ici, des données du body de la requête que je vais devoir envoyer. Et donc en fait, il faut que je retrouve ici ces valeurs qui vont être donc dans value et que je les réinsère en fait ici dans ma requête. Donc du coup, je disais donc cette cookie ici, il va me retourner le HTML du login, voilà. Et je vais du coup devoir récupérer deux informations là qui semblent variables. Donc je vais récupérer ici le viewState. Donc je fais un clean select sur, sur du coup le champ avec name qui est égal ici à viewState. Donc c'est-à-dire c'est celui-là. Voilà. Alors je vois ici aussi qu'il a un identifiant, donc je peux, alors bon, je vais faire une variation entre les deux pour montrer que on peut aussi faire comme ça. Donc hop, hop. Le code sur lequel je vais devoir faire ce select, ça va être le HTML du login qui est ici. Je rappelle qu'on n'est pas dans le contexte for page. Attention, hein, on ne met pas toujours cet argument-là à nul. Voilà. Au niveau de la sélection, donc je dois le prendre de value, hein, c'est un champ input. Hop, value. Alors faites plutôt des copier-coller, hein. Faites pas comme je fais là, faites plutôt là, copier-coller. Là, ça vous évitera beaucoup de sources d'erreurs. Et je vais faire la même chose ici pour le viewStateGenerator. Voilà. Cette fois-ci, donc, je vais changer pour le fun. Égal à viewStateGenerator. Voilà, donc le reste c'est pareil. Ici. Vous voyez que vous avez le champ ici avec la valeur que je vais rechercher. Hop. Et donc là, je vais variabiliser cette requête. Donc là, je vais venir mettre viewState. Et là, je vais venir mettre la variable viewStateGenerator. Voilà. Je pourrais faire ça aussi avec les autres champs, hein, notez-le. Mais bon, ces champs, de toute évidence, vont rester du coup statiques. Alors, là, je suis toujours sous Fiddler, ouais. Hop. Là, je relance. Hop. Donc, alors, là, je vois que, là, cette fois-ci, il me renvoie vers l'accueil. Voilà. Et vers l'accueil, je vois que j'ai un problème ici. The request must be chunked. Ça m'étonne un petit peu. Parce que là, l'identification, en fait, elle semble correcte hein, quand même. C'est-à-dire que là, il me fait bien une redirection ici, là, vers l'accueil, ce qu'il ne faisait pas avant, où il faisait une redirection. Non, là, même pas la redirection. Oui, là, ici, il faisait une redirection vers la page de login. Et donc, le comportement que je recherche, c'est bien une redirection vers l'accueil. Alors là, ici, donc quand il avait fait la redirection vers l'accueil, c'était une requête qui était comme ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce que là, ça ne fonctionne pas. Donc là, la bonne requête, c'était ça. Et là, après, c'est pas forcément très très grave dans la mesure où ici, il me fait donc du coup le set cookie ici dont j'ai besoin. Et bon, je pense moi être quand même identifié. D'accord, donc en fait, c'est vrai qu'il me manque des informations. Donc là,
toutes les informations de Google, c'est vrai que je ne les ai pas. Ah oui, d'accord. En fait, vous voyez, les informations qui manquent, c'est ça. C'est vrai que ça, c'est des choses que j'ai pas. Alors, en fait, là, les informations que vous avez ici dans les headers, vous voyez que si je regarde la fonction HTTP header, hop, ici, il y a à la fin la variable temporaire qui est à true. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les headers qui sont ici, ils vont être valables uniquement pour la prochaine requête, que ce soit un post, un get page ou bien un set cookie. Donc, je vais utiliser ces headers-là et ensuite, ils vont être effacés. C'est-à-dire, c'est l'équivalent d'un HTTP header clear. Voilà. C'est-à-dire que tous les headers vont être effacés et on repart sur des headers qui sont vierges. Donc, les prochaines requêtes ne vont pas avoir les headers ici que j'ai prédéfinis. C'est le cas ici. Là, en fait, il y a une redirection qui se fait et vous voyez qu'en fait, elle est sans ces headers-là que j'ai définis. Certains sites internet vont avoir besoin de headers supplémentaires. Donc là, c'est le cas. En fait, apparemment, il semblerait que toutes les pages du site internet, elles requièrent ces headers qui sont là. Alors, le header référeur, c'est le header de la page d'avant. Voilà, donc ça, on va peut-être l'enlever. Mais par contre, cela, il semble être important. Donc, ce que je vais faire, c'est que cela, puisque pour les autres requêtes du site internet, là par exemple, je parie qu'ils y sont aussi ici, vous voyez là on les retrouve. Hein. Je vais du coup les garder et le header origine, je pense que celui-là, je peux ne pas le mettre, mais souvent ça va être aussi un header qui va être important. Donc c'est ceux qui commencent par secfetch et update insecure request. Donc du coup, c'est cela. Donc là, je les passe en permanent. Voilà, ils sont plus en temporaire. Hop, hop, hop. Voilà. Et donc ça va bien m'aider. Parce que du coup, ces headers-là, non seulement, bon, ils vont certes bien valider, alors là, c'est pas le cas, hein, mais ils vont certes bien valider du coup la requête qui sera là, mais en plus, ils valideront les requêtes qui viendront après dans le crawling, c'est-à-dire dans toutes les pages du crawling, là où va s'exécuter le script for page. Voilà. Parce que là, pour le moment, on est toujours dans le script initial. Alors, je vois que cette requête ne fonctionne toujours pas. Hop. Là. Donc là, je vois qu'il manque juste le référeur. Écoutez, moi, ça ne me traumatise pas particulièrement, c'est-à-dire que cette requête-là, certes, elle ne fonctionne pas, mais on va tester, en fait, voir si là, ça me fait la même tambouille pour une page tierce. Donc, par exemple, allez, je prends une page produit, là, hop. Je vais simuler ici une requête. Hop. Et je vais voir si mon cookie d'identification fonctionne. Alors, donc, vous voyez que là, il y a la première requête, du coup, qui correspond au premier set cookie qui est ici. Voilà. Ensuite, du coup, il me fait ici une requête de redirection qui est en fait la requête post d'identification qui va contenir du coup le login et le mot de passe. Donc là, certes, il y a une erreur parce que bon, apparemment pour cette page-là, il nécessitait le référeur. Et après, donc, je vois ici que là, les requêtes semblent fonctionner. Donc là, ça, c'est ma requête pour prendre donc, une page de produit. Et ce que je remarque, c'est que là, vous voyez ici, je peux voir que je suis identifié parce qu'en fait, là, alors attendez, comment est-ce que je peux voir ça? Là, vous voyez, il y a marqué mon compte SSD, là, où j'ai marqué n'importe quoi. Et en fait, ça, c'est un petit bout de code qui prouve que je suis identifié parce qu'il va différer quand je ne vais pas être identifié parce qu'évidemment, il ne veut pas mettre mon identité. C'est-à-dire que si je suis comme ça, là, il met mon compte me connecter. Et je peux voir comme ça si mon cookie d'identification, il fonctionne ou pas. Donc là, ici, je ne vois pas le SSD, mais il doit être quelque part par là. Ah si, alors, non, vous voyez, là, ici, il y a le SSD, donc ça veut dire que je suis connecté, donc mon cookie, il fonctionne, voilà. Et du coup, là, ça y est, je peux crawler la totalité du site internet. Donc, vous voyez que là, on a pu reproduire du coup le comportement du navigateur. Alors, retenez bien ceci. À partir du moment où, en fait, un serveur, qu'est-ce qu'il va voir? Il va toujours voir ça.
voilà, il voit toujours des fichiers texte en fait qu'on lui envoie, qui sont les rows des requêtes. Si vous arrivez à reproduire le comportement logique d'une requête, bah, ce sera forcément exactement comme si ça venait d'un navigateur. Voilà. On peut simuler tout type de navigation grâce à ce genre de technique. Quand votre requête ne marche pas, bah, il ne faut pas se dire que bon, c'est dû au fait qu'entre guillemets, il détecte que ce n'est pas un navigateur grâce à je sais pas, des pouvoirs magiques. En fait, non. À partir du moment où c'est la même requête, où il y a le même user agent, où il y a les mêmes informations dedans, le serveur, c'est ça qu'il va voir et il va voir rien d'autre. Alors s'il voit quand même une autre chose, il voit l'adresse IP. C'est tout. Donc l'adresse IP, vous avez des techniques pour pouvoir la changer si vous avez un souci avec ça. À ce moment-là, on ferait du proxy change. Change proxy, pardon. Voilà. Et donc, on utiliserait à ce moment-là la fonction change proxy. Voilà, sur par exemple cet exemple. Donc là, ici, on utilise NordVPN sur l'Europe. Voilà, c'est-à-dire qu'on va venir prendre un serveur européen. La fréquence, ça, vous la définissez si vous en avez le besoin. Hop. Donc là, ici, on va dire qu'on voudrait initialement, du coup, faire un changement d'adresse IP. Voilà. Donc là, ici, une fois que j'ai changé l'adresse IP, là, je viendrai recréer une nouvelle identité numérique. Alors, vous pouvez aussi programmer ce comportement afin de se faire de façon régulière. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez le programmer de façon dynamique. Quand, par exemple, vous avez une erreur sur une page, par exemple, vous pouvez utiliser action HTTP error ici, voilà, et créer du coup une fonction qui va, à tout moment où il va y avoir une erreur dans le crawling, se charger. Et donc, dans cette fonction, il y aura, par exemple, ici, on créera une fonction identification. Identification, hop. Voilà, dans laquelle, ça je vais enlever, hop, dans laquelle je viendrai du coup ici changer de proxy et faire une nouvelle identification. Donc je pourrais peut-être ici faire un clear cookie. Clear all cookie, voilà. Donc j'effacerai les cookies. Là, je recréerai du coup un nouveau cookie et je recréerai une nouvelle identification et ainsi comme ça, j'aurai une nouvelle identité numérique. Et hop, alors là, il faut que je prenne ceci comme ça. Hop. Hop là. Et voilà, et donc ça fonctionnerait, et je pourrais même mettre un petit message, hop, console, erreur à la page, hop, voilà. Et comme ça, je verrai quand est-ce que je me réidentifie dans le log, voilà. Et donc cette requête d'identification, cette fonction d'identification-là serait chargée à ce moment-là. Et donc là, je suis en train de changer à la fois l'IP, et mon identité numérique sur le site internet. Si le site est d'ailleurs assez capricieux, je peux même ici faire quelque chose d'intelligent. Alors, je peux même mettre dans Action Between Change cette fonction. Hop, donc, enfin, ce bout de code. Hop. Hop là. Voilà, ça c'est encore plus malin de faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans mon changement de proxy, qui est ici, il y a plusieurs étapes du coup qui vont se faire. Alors à ce moment-là, il faudrait même que je le valide avec la page de validation. Alors je vais vous expliquer. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc donc là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que du coup, quand il a une erreur, voilà, donc quand il y a, alors peut-être, je vais peut-être quand même valider ici le code d'erreur, par exemple, si, donc là j'ai vu que les codes d'erreur,
quand il n'aimait pas le cookie. C'était quoi? C'était code 500 ici. Quand il n'aimait pas quand il trouvait que l'identification n'était pas la bonne. Donc hop, là je regarde. Donc si j'ai le code erreur 500, parce qu'en fait je peux avoir des 404, des choses comme ça, avec des erreurs qui sont normales et pour lesquelles je vais vouloir éviter de trop me réidentifier, parce que bon, cette étape va quand même prendre un petit peu de temps et ralentir mon crawling. Je veux quand même pas faire ça toutes les 2 secondes. Donc si j'ai une erreur 500, ici, là, je vais commencer par changer du coup d'adresse IP. Une fois que j'ai changé d'adresse IP, je dois faire un test. Donc ça, c'est inclus dans la fonction change proxy. Je dois faire un test pour voir si cette adresse IP, elle est valide. Voilà. Pour ça, il y a une page de test qui par défaut est, je crois, la page d'Amazon, mais vous pouvez la changer. Donc là, on va mettre la page du site internet pour voir si le site internet il va accepter cette nouvelle adresse IP. Et donc en fait, là, je peux faire à un moment donné une action. Donc en fait, pour ça, j'ai le choix entre trois moments pour faire cette action. Je peux la faire avant le changement d'adresse IP. Donc bon, là, c'est pas pertinent parce qu'on veut d'abord une nouvelle adresse IP avant de créer un nouveau cookie. Je peux le faire du coup entre le moment où je vais avoir une nouvelle adresse IP et le moment où je vais tester la page que j'ai définie. Et je peux faire cette action aussi après le test de cette page que j'ai définie. Donc ce test là que je vais faire sur cette page pour voir si tout va bien, eh bien en fait il est pertinent de le faire après que j'ai une nouvelle identité numérique. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle ici je choisis de faire l'identification dans Action Between Change. Voilà. Parce que le test de validation qui va me valider mon adresse IP, c'est intéressant de le faire quand j'ai toutes les données d'identification. Voilà. Et donc là, j'ai vraiment quelque chose de robuste qui va ne pas dépendre de mon adresse IP et qui va me permettre d'avoir tout le temps une nouvelle identité numérique. Donc avec ça, je peux vraiment crawler le site de façon intégrale. Et en plus de ça, ici, j'ai mis un comportement dynamique parce que peut-être qu'à un moment donné, le site internet il va se dire bon, celui-là, là on en est à la 2000e requête et je vois qu'il y a quand même une très faible latence entre ces requêtes. C'est pas compatible avec quelque chose qu'un être humain ferait. Donc lui, je vais le bannir, mais il va bannir quoi? Il va bannir l'utilisateur qui aura le cookie en question, c'est-à-dire qu'il y aura ici cette session ou bien ce token dans anti-XCSRF token. Voilà. C'est comme ça en fait qu'il va m'identifier tout au long de ma navigation parce que ces informations-là en fait elles vont rester stables. Voilà. Et donc ce sont les utilisateurs qui vont avoir ce cookie-là, donc uniquement moi, qui vont être bannis. Et si du coup je fais un clear cookie avec une nouvelle adresse IP et que du coup je rafraîchis cette identité, et bien là je suis quelqu'un de différent virtuellement pour le serveur. Il n'a pas de moyen de dire que je suis la même personne. Alors, fréquemment, on va essayer d'être économe avec ces couches successives de sécurité qu'on est en train de mettre, ces couches d'anonymisation. C'est-à-dire qu'en fait, là, si je fais intervenir un VPN, c'est bien, parce que je vais mettre plus d'anonymisation. Par contre, je vais quand même ralentir le crawling. Voilà. Donc, si le serveur n'a pas cette protection, autant ne pas la mettre. Voilà. Donc là, je suis certes plus anonyme, mais je vais être aussi plus lent. Donc c'est pour ça qu'il est bon de tester au fur et à mesure les sécurités du site internet afin en fait d'essayer de gagner au maximum du temps. Donc ça, le changement de cookie au début je ne vais pas le mettre et si à un moment donné je vois que quand il va venir se reconnecter, ça ne marche pas, là je vais me dire que certainement qu'il est en train de me ficher par rapport à mon adresse IP et que je dois en changer pour pouvoir véritablement faire un crawling efficace. Mais ça, c'est quelque chose qu'il est bon de voir au fur et à mesure quand on va vraiment rentrer dans le crawling et puis ensuite de revenir sur le script et de modifier ça par rapport aux protections qu'il va mettre. Autre type de protection que peut mettre le site internet peut mettre aussi des protections par CAPTCHA. Donc pour ça, il y a une fonction qui existe
c'est anti-captcha. Voilà. Donc pour ça, vous ouvrez un compte sur anti-captcha qui est en fait une API où il y a des gens en fait qui résolvent des captcha pour vraiment pas grand-chose. Et en fonction de la méthode de captcha que vous allez avoir, là ici du coup vous avez différentes méthodes qui sont supportées. Donc vous allez pouvoir du coup obtenir la clé de validation du captcha et du coup passer du coup ce captcha. Vous avez ici une requête qui est anti-gate-task qui est pas très compliquée à utiliser. Je crois qu'il y a un exemple ici de anti-gate-task, ouais, ici, voilà, pour Darty, hop. Et en fait, là, anti-gate-task, vous choisissez en fait un template. Donc souvent, on va venir prendre le template, je crois que ça s'appelle anti-boot. Attendez, ouais, voilà, anti-boot screen pass, voilà. Je pourrais à ce moment-là ici copier le code, enfin le nom de ce template là, et bon ensuite il faut suivre les instructions qui donnent par rapport à ce template. Et donc grâce à ce template de résolution de captcha, je peux en général résoudre tout type de captcha. Voilà. Alors par contre ce template coûte un tout petit peu plus cher, mais bon ça reste toujours des sommes assez modiques, et puis des captcha on n'en a pas non plus tout le temps sur les sites internet, donc c'est pour ça que ça peut valoir le coup. Bon, je vous laisse regarder si jamais vous avez le besoin la documentation ici de anti-captcha si vous avez besoin de résoudre des captcha. Il y a également une autre possibilité, certains sites internet en fait vont vous mettre des sécurités par JavaScript. Alors, s'il fait une sécurité par JavaScript, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Soit il va faire des requêtes en Ajax, c'est-à-dire en fait ce sont des requêtes là que je vais pouvoir intercepter dans Fiddler, mais qui ne sont pas des chargements de la page principale, c'est-à-dire la mainframe, qui sont en fait des requêtes qui sont faites en arrière-plan de la page. Et dans ces requêtes-là, par exemple, il va venir charger des tokens qui vont être ensuite utilisés par la page. Voilà. Il y a une autre possibilité, c'est qu'en fait, ils prennent des informations qui existent déjà dans la page, qui ne fassent aucune requête Ajax, et qu'en fait, ils utilisent des scripts JavaScript pour faire des calculs complexes afin de recréer des tokens que je vais ensuite retrouver ici, par exemple, dans des champs qui ressemblent à ViewState ou ViewGenerator. Et j'aurai besoin, du coup, de reproduire le fonctionnement de ce JavaScript-là pour obtenir ces tokens. Le problème, c'est que le fonctionnement de ce JavaScript, il va parfois être complexe, c'est-à-dire que vous allez passer dans 36 fichiers JS et qu'en fait, ça va vous prendre beaucoup de temps, qu'il va falloir utiliser le debugger de Firefox. Donc, je vous montre un petit peu comment est-ce que ça fonctionnerait à ce moment-là. C'est-à-dire, là, on va prendre par exemple Idiatech. Je mettrai par exemple ici, alors il faut arriver à se mettre des points d'arrêt. Bon, c'est pas toujours évident parce que ici les JS en plus sont minimisés. Et en fait, on pourrait ensuite ici rentrer en pas à pas et voir les différentes variables et leur évolution au fur et à mesure de l'exécution du script. Et comme ça, faire du rétro-engineering sur le JavaScript. Je vous rassure. On a des méthodes un petit peu plus simples que de rentrer dans ces choses qui sont un petit peu délirantes. Pour ça, on utilise en fait de la simulation de comportement de navigation par Firefox. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment on fait ça. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Alors, on va revenir à l'exemple que je vous avais fait, qui était ici. Voilà. Et on va s'effacer tout ça. Et on va en fait faire la même chose autrement, en reproduisant du coup un comportement de navigation directement par Firefox. Donc, alors, je vais mettre tout ça en commentaire. Ouais. Bon, allez, hop là. Et donc, en fait, pour ça, on va utiliser la fonction Firefox. En fait, tout ça, je vais quand même le virer. Ce sera plus simple, on va repartir sur quelque chose de totalement neuf. Voilà. Donc ici, je vais comme... Alors, Firefox, on va prendre sa documentation un petit peu. Donc, en fait, Firefox, c'est une fonction qui va fonctionner de façon assez simple. En premier argument ici, vous mettez ce que vous voulez faire. Et puis ici, dans les arguments qui vont suivre, il faut regarder les propriétés de chaque action.
de chaque type d'action. Et en fonction de ce que vous allez faire, va y avoir différents arguments que vous allez devoir mettre. Voilà. Donc ça, c'est toujours détaillé ici. Donc, dans un premier temps, je vais vouloir faire un browse pour aller sur la page d'identification. Donc, ici, je fais un browse. Et qu'est-ce que je vais mettre en premier argument? Si je lis ici la documentation, je vois qu'il y a un seul argument qui est nécessaire, c'est l'URL sur lequel on veut aller. Donc, ici, à la base, je veux me connecter sur cette page. Donc je veux aller sur cette page, voilà, qui va d'ailleurs du coup créer un cookie. Alors à ce sujet, on va commencer du coup par bon, alors là on est dans du initial du coup. Alors peut-être que en fait Firefox en fait, si vous voulez, il va conserver les cookies, les cookies que vous avez pu utiliser. Donc, si vous voulez nettoyer les cookies de Firefox, c'est quand même utile de le faire. Ici, hop, vous faites ici un clear all cookie. Et par contre, il va falloir spécifier le domaine. Voilà. Parce que clear cookie, c'est pour un cookie spécifique qui a un certain nom. Clear all cookie, c'est pour tous les cookies, mais tous les cookies qui font référence au site internet. Donc, si je veux savoir quels sont les cookies que je dois nettoyer, je vous suggère d'utiliser cette petite extension du coup de Firefox qui est Cookie Manager. Et donc ici, je vais rechercher quels sont les cookies qui concernent l'ABS. Voilà. Donc là, je vois que j'ai deux types de cookies ici. Voilà. Parce que les cookies, c'est ça. Donc j'ai plusieurs cookies, mais ils vont tous appartenir à ces deux domaines-là. Voilà. Donc ça, ce sont tous les sous-domaines de l'abs.com. Et ça, c'est le sous-domaine particulier de www.labs. Donc je vais commencer du coup. Alors je vois qu'ici dans la documentation il y a un seul argument et qu'il faut mettre du coup le domaine. Donc attention, hein, le domaine c'est le domaine tel qu'il est affiché ici, c'est le domaine du cookie. Donc c'est-à-dire que là dans le domaine il faut mettre ça, il ne faut pas mettre ça. Ça c'est pas pareil. Hein. Voilà. Vous mettez le domaine du cookie. Donc, je vais effacer ce cookie et tous les cookies qui vont avoir ce domaine là et je vais effacer ceux qui auront ce domaine. Donc là il n'y a plus de cookies dans Firefox à partir de là. Donc là, je suis vierge des cookies qui concernent l'abs.com. Je vais du coup ensuite aller sur cette page sur laquelle je vais créer du coup un premier cookie qui va identifier ma session. Donc, une fois que j'ai lancé cette action, il faut que j'attende que la page elle soit pleinement chargée. Voilà. Une fois qu'elle aura terminé d'être chargée, donc une fois que j'aurai ceci, je vais rentrer les informations que je souhaite rentrer ici dans le formulaire. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça forcément avec du JavaScript. Donc, pour ça, je fais ici comme ça, JavaScript, et là, du coup, dans ma documentation, dans JavaScript, là aussi, il me dit qu'il y a un argument. Qu'est-ce que c'est? C'est le code JavaScript que je vais venir exécuter. Donc, je vais me faire une triple cote, ça sera plus simple. Hop. Et donc, en fait, ici, je vais construire le JavaScript qui va m'être nécessaire. Donc, pour ça, je vais le faire pour pouvoir tester avec directement avec Firefox. Donc, je vais dans la console. Et donc, je vais commencer par désigner ce champ-là. On va effacer ces champs. Et hop. Alors, ce champ, comment est-ce que je pourrais le désigner? Donc là, je vois qu'il a un identifiant qui va être celui-ci. Donc, pour ça, j'utilise getElementById. Alors, si jamais il y a du jQuery sur le site internet, sachez que vous ne pouvez pas l'utiliser. Voilà. Parce qu'en fait, le JavaScript que vous allez pouvoir exécuter dans Firefox ne va pas reprendre les librairies. Vous n'avez pas le droit, en fait, quand vous utilisez du JavaScript comme ça, au travers d'un module, de reprendre le fonctionnement, du coup, le framework des librairies JavaScript que va utiliser le site internet. Vous devez forcément utiliser du JavaScript de base. Voilà. Donc là, on part sur des getElementById ou bien sur des query selector. Voilà. D'ailleurs, on va utiliser plutôt des query selector, c'est plus universel. Donc là, c'est donc le champ qui est cet ID là.
Et qu'est-ce que je vais vouloir faire avec ce champ? Je vais vouloir remplir sa value. Et dans la value, je vais mettre, alors que je la retrouve, voilà, donc la value elle est là, et donc déjà si j'évalue ce code, je vois que là je suis en train de remplir du coup le champ, voilà. Donc on veut faire ça, hop. On veut aussi faire la même chose pour le mot de passe. Alors le mot de passe c'est, hop là, je me suis perdu, décidément. Voilà, donc je vois bien que c'est l'input là. Hop là. Le mot de passe, c'était donc ceci. Voilà. Je veux aussi du coup cocher la case qui est là, parce que là, du coup, effectivement, il faut tout faire. Hein. Hop. Voilà. Alors, document. Allez, cette fois-ci, je vais faire un get element by id pour le fun. Et là, du coup, je vais tout simplement faire un clic dessus. Voilà, cliquer. Et ensuite, je veux appuyer du coup sur le bouton de connexion qui est ici. Et donc, en fait, c'est la même chose. Hop là. Hop. Alors, on va voir si ça fonctionne, ça. Ouais, a priori, vous voyez là, donc je me suis identifié. Donc ici, je vais venir mettre le code là que je viens de créer. Et je vais faire un petit white loaded pour attendre que tout soit OK. Et puis, alors, une fois que du coup, je vais avoir du coup ce cookie. Donc là, normalement, j'ai un bon cookie. Donc, c'est super, on a réussi du coup à s'identifier. Mais je vais en avoir besoin du coup dans le navigateur. Alors, si dans les options de navigation ici, je mettais le crawling par Firefox, donc ça veut dire que du coup, on viendrait du coup faire parcourir les pages dans le navigateur Firefox plutôt que de les parcourir dans Grimport. Le problème, c'est que ça va être plus long. Il va à chaque fois me charger tous les CSS, tous les JavaScript. Il va attendre que la page elle est finie de charger, que toutes les images elles aient chargé. Et tandis que si je passe directement par le crawler de Grimport, je vais avoir de meilleures performances. Donc en général, c'est ce que je vais chercher à faire. Mais le problème que j'ai là à ce stade, c'est que le cookie, il est correct, c'est super, mais il est dans Firefox, il n'est pas dans Grimport. Du coup, il va falloir que je l'importe dans Grimport. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du coup un set cookie value, c'est-à-dire qu'en fait, là, je vais essayer donc de prendre la valeur du cookie. Donc la cookie value, qu'est-ce que c'est? La cookie value, qu'est-ce que c'est? Ça va être en fait... alors, je prends les en-têtes de la requête. Voilà, ça, c'est la cookie value. Voilà. Ça, c'est le nom d'un cookie. Pardon. Ça, c'est le nom d'un cookie. Ça, c'est la valeur d'un cookie. Ça, c'est un cookie. Et ça, c'est la cookie value, c'est-à-dire c'est la valeur de l'entête cookie. Et c'est en fait de ça que je vais avoir besoin. C'est ça que je vais devoir du coup recréer pour Grimport. Voilà. Et donc pour pouvoir faire ça, à partir de cette information, je fais des set cookie value. Donc cette cookie value, là, je mets la cookie value qui est un truc qui ressemble à ça. Voilà, où les cookies sont séparés par des points-virgules et où à l'intérieur de cookie, il y a le séparateur du égal. Et je vais devoir aussi ici préciser quelle est l'URL enfin sur quelle URL ça fonctionne. Voilà. Donc pour ça, du coup, je vais prendre du coup une première cookie value. Donc là, comme on l'a vu, il y a deux domaines que je vais devoir gérer. Cookie value 1. Hop. Donc là, je refais un Firefox et cette fois-ci, je vais utiliser voilà, getAllCookie. Hop, getAllCookie. Et je vais utiliser du coup sur ce domaine-là. Voilà. J'obtiens ici une cookie value. Et cette cookie value, à quoi est-ce que je vais devoir l'appliquer? Hop. Ici, ça va être des liens qui vont ressembler à ceci. Voilà. Et du coup, le gestionnaire de cookies de Grimport va faire en sorte que cette cookie value-là
s'applique à des liens qui vont correspondre à ce schéma-là. Voilà, donc tout ce qui commencera par ceci, et puis même s'il y a des choses qui viendront après, ça appliquera du coup cette cookie value. Voilà. Donc c'est vrai qu'entre Firefox et le gestionnaire de cookies de Grimport, il y a un fonctionnement qui est un petit peu différent. Là, on va réclamer de savoir si par exemple c'est du HTTP ou du HTTPS, parce qu'en fonction de ça, il y a des propriétés de cookies à modifier. Et puis on va aussi vouloir connaître quels sont les noms de domaines qui vont être utilisés pour pouvoir justement anticiper la façon dont les cookies doivent être gérés entre les domaines. Donc c'est la raison pour laquelle ici vous mettez un URL et là vous mettez simplement le domaine du cookie. Voilà. Petite subtilité à comprendre. Et donc on va faire la même chose après pour la deuxième cookie value, qui va être la cookie value ici du sous-domaine. Et cette deuxième cookie value, je vais la réappliquer ici et je vais la réappliquer là au même URL parce que c'est toujours sur ce type d'URL là que je vais être confronté. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je vais faire un petit test. Donc là je vais reprendre l'ABS. Alors je pense que si je fais ça, ça ne va toujours pas marcher. Ça ne va pas marcher, ça, tout simplement parce que je vais toujours avoir le problème des headers que j'avais avant et que du coup, il va falloir que je remette les headers dont on avait parlé, dont on avait diagnostiqué qu'ils étaient importants pour la navigation et qui manquaient. Donc ces headers, je vais les reprendre. Voilà, et comme je vais en avoir besoin pour toute la suite, là, je les repasse. Temporaire, non, ils ne sont pas temporaires, du coup là je le laisse à false, voilà, et là normalement ça devrait fonctionner. Alors, donc je lance du coup mon script, donc il y a un Firefox, alors, ça va s'ouvrir donc sous Firefox Developer, voilà. Donc normalement ça c'est préinstallé avec Grimport Crawler. Si jamais c'est pas préinstallé et que vous voulez utiliser du coup un autre Firefox, il faut appliquer la procédure qui est donc ici. Là, voilà. Donc là, ici, je vois que là, donc je me suis identifié. Et là, je vais regarder la requête qui est passée ici par Grimport. Alors attendez, on va faire un petit peu le ménage et on va la refaire. Vous savez quoi? Hop. Là ici, ce que je vais faire, c'est que je vais détruire tout le contexte de Firefox. Voilà, comme ça on est sûr qu'il n'y a plus du tout de cookies. Hop. Je relance. Donc là, c'est bien vierge. Voilà, donc là, il y a Firefox Developer de Grimport qui va se lancer. Il commence par aller du coup sur la page, là il remplit, bon ça va très vite, hein. Là vous voyez qu'on est identifié, il fait la récupération des cookies et du coup là je vais voir qu'une seule requête qui va passer, c'est logique, c'est la requête qui était ici, voilà, qui est donc la requête sur le produit, qui est là, voilà. Et je vais contrôler si mon identification elle est correcte. Là, elle est correcte. Vous voyez qu'on voit le SSD de la dernière fois. Et donc là, je me suis identifié et j'ai même simulé le comportement du coup en JavaScript du site internet. Alors, puisqu'on est sur tout ce qui est... bon, là, on a vu tout ce qui était simulation de requêtes et problématique d'identification. Puisqu'on est là sur les erreurs, je vais, par exemple, ici, vous en créer une jolie. Hop. Et je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne, les erreurs sous Grimport. Ouais, donc là, c'est sûr qu'il va me faire tout le truc. Alors, attendez, hop. Attendez, je vais plutôt le faire comme ça. Là. Voilà, donc là, il y a une erreur. Donc, quand vous allez avoir une erreur, ça va ressembler à ça. Donc là, ça veut dire que vous avez mal codé votre script. En général, il arrive à vous trouver la ligne de l'erreur. Et c'est souvent, ça commence ici par du coup script. La ligne de l'erreur, elle est ici. Voilà.
en fonction des fonctions que vous avez créées, vous allez pouvoir voir quelle est la fonction qui va être problématique. Donc, quand vous avez une erreur comme ça, vous allez du coup sur la ligne de l'erreur, qui ici va être la ligne 2. Vous regardez aussi dans quel script est-ce que s'est produit l'erreur, parce que cette erreur, elle peut se produire dans le script initial, for page ou final. Et donc ensuite, vous essayez de voir d'où est-ce que ça peut venir, et donc vous la solutionnez. Alors notez quand même que parfois cette détection des lignes d'erreur, enfin des lignes de code d'erreur, elle ne va pas être forcément parfaite. Parfois ça peut être un peu au-dessus ou un peu en dessous, donc parfois il faut regarder un petit peu dans les environs. Souvent vous allez avoir aussi des if comme ça qui vont contenir un code très long. Parfois, il va vous donner ici la fin du if, alors qu'en fait, l'erreur, elle va être plutôt dans le if, dans le début. Voilà. Donc, il faut un petit peu être malin par rapport à ça. Et en fonction de l'erreur qu'il va vous donner, donc là, vous voyez qu'il vous dit pas de signature pour, du coup, cette méthode-là, qui du coup n'existe pas. Donc, alors soit c'est parce qu'elle n'existe pas, soit c'est parce que du coup les arguments que j'ai donnés sont dans un nombre qui fait que du coup il y a un problème quoi. Il n'y a pas le bon nombre d'arguments. Donc je vais pouvoir m'aider du coup de ces informations pour comprendre d'où va provenir d'où va provenir mon erreur. Et quand vous allez avoir des problèmes, on va dire, plutôt fonctionnels, c'est-à-dire que votre script, il compile bien, il s'exécute jusqu'au bout, il n'y a pas de problème de syntaxe, mais par contre, il ne fait pas ce qu'il faut. Là, on va plutôt être du coup sur des erreurs de gestion des données. Et du coup, il faudra plutôt vous mettre des points d'arrêt et essayer de voir quel est le contenu des variables pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il fait tel fonctionnement, ou bien faire des F9 pour du coup en mode pas à pas aller naviguer dans votre script pour essayer de comprendre quelle est sa enfin, par quel cheminement est-ce qu'il arrive à cette erreur là et modifier votre fonctionnement en fonction de ça. Il y a une dernière chose que je souhaiterais vous montrer. C'est vrai que pour la comparaison de requêtes, je vous avais dit qu'il y avait deux méthodes et j'ai oublié de vous en donner une des deux. Donc, on va voir ça. Alors, par exemple, ici, je vais comparer, on va dire, ces deux requêtes-là. Hop. Alors, pour ça, je vais utiliser du coup Notepad++. Donc là, je vais mettre la requête du coup que je vais estimer être la bonne requête. Donc, bonne requête. Et là, je vais comparer avec une autre requête qui sera, on va dire, la mauvaise requête. Allez, je vais prendre celle-là. Attendez, j'ai l'impression qu'elle n'est pas très différente. Je vais plutôt prendre celle-là. Hop là. Et là, je vais me dire que c'est la mauvaise requête, celle qui ne marche pas. Donc, je mets ça dans deux fichiers Notepad. Et ensuite, ici, je vais utiliser le module compare, donc il faut installer si vous ne l'avez pas. Donc pour ça, vous allez dans le gestionnaire des modules et donc vous installez le module compare. Et là, en fait, je vais comparer et là, vous voyez que je vais obtenir du coup les différences entre les deux requêtes. Voilà. Donc grâce à ça, je peux aussi comparer ces fichiers et voir où est-ce qu'il y a des points de divergence dans les cookies ou dans les headers. Alors le problème qu'il y a avec cette méthode, c'est que parfois les headers ne sont pas dans le bon ordre, du coup il va falloir les réordonner manuellement. Et parfois, on va dire qu'il y a tendance à mettre en vert ou en rouge des ensembles qui sont parfois très très grands de données et qu'on n'a pas toujours forcément assez de détails. Donc l'outil de Grimport, ici pour la comparaison des requêtes, il va souvent être plus performant.